Donc, j'ai écrit parce que je suis, bien inspiré ces temps-ci et effectivement, comme on est mardi et que demain c'est mercredi, grand jour, d'activités, extrascolaires avec les enfants, j'ai été, inspiré par, des expériences passées et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'on va appeler, la coupe du monde des névroses parentales. Depuis quelques années, j'ai eu la brillante idée, ou la faiblesse, d'inscrire mes enfants dans des clubs sportifs. Comme beaucoup de parents, j'ai cru naïvement que cela leur apprendrait l'effort, le collectif, le dépassement de soi. J'imaginais des valeurs saines, des moments simples, un peu de sueur et beaucoup de camaraderie. Quelle erreur! Mais vraiment, quelle erreur! J'ai découvert un univers parallèle où les enfants jouent au foot ou font de la gymnastique pendant que les parents jouent à la Star Academy du coaching, le Game of Thrones du vestiaire et guerre froide au bord du terrain. Dans les, comment ça s'appelle? Les clubs sportifs, j'ai identifié ce qu'on va il y a 3 parents, 3 groupes de parents. Les premiers, c'est les parents ultra compétitifs. Ceux-là vivent le moindre match de leur enfant comme une demi-finale de coupe du monde. Ils sont ils chopent l'arbitre et tout, ils chronomètrent tout, analysent chaque mouvement, critiquent l'entraîneur comme s'il dirigeait le Real Madrid. Leur enfant n'est pas là pour s'amuser, non, il est là pour se construire, aller au plus haut niveau, faire carrière. Ils projettent leur frustration ou leurs rêves avortés sur leur gamin de 9 ans qui, lui, veut juste taper dans un ballon et manger un croissant à la buvette. Ils hurlent sur les arbitres, même certains, j'en ai vu, venir aux mains. Râlent contre les autres enfants, surtout quand ils passent devant leur propre progéniture dans les sections, et soupçonnent un complot permanent contre le talent évident de leur fils ou leur fille. Puis, on a ce qu'on appelle les parents super coachs. Ils ne sont pas bruyants, mais ils sont omniprésents. Ils observent, commentent, analysent, filment. Ils débriefent tout sur le trajet retour, corrigent les placements, recadrent les choix tactiques, proposent des exercices supplémentaires à la maison. Ils ne sont ni entraîneurs ni préparateurs physiques. D'ailleurs, généralement, vu leur physique, ils n'ont pas fait beaucoup de sport. Mais ils ont vu 2 vidéos sur YouTube et ont lu un article dans l'Équipe magazine et ils savent. Vous savez, ces gens qui savent, ils savent vraiment et surtout, ils savent mieux. Leur spécialité, envoyer des messages privés au coach pour échanger gentiment sur la manière dont leur enfant pourrait progresser. Traduction dans le langage des mortels, pourquoi mon enfant ne joue-t-il pas plus souvent titulaire? La troisième catégorie, c'est les parents fantômes. Les parents fantômes, ceux-là, ils sont peu visibles, rarement présents, jamais bruyants. Ils déposent leur enfant à l'entraînement, passent le relais et s'en vont vaquer à leurs occupations. Ils ne posent pas de questions, ne viennent pas aux assemblées générales du club, ne commandent rien sur WhatsApp et ne se battent pas pour organiser la tombola du tournoi régional. Ils sont souvent vus comme pas assez impliqués par les autres, alors qu'en réalité, ce sont peut-être les plus sains de tous. Le drame silencieux. Il faut savoir, alors j'ai déjà critiqué WhatsApp pour les associations de parents, mais dans les clubs sportifs, c'est un vrai cauchemar. C'est un vrai terrain miné et pourtant c'est pas un terrain, c'est le groupe WhatsApp du club. C'est là où se joue le vrai championnat, celui des petits règlements de compte, des remarques passives-agressives, des polémiques sur les goûters. Tout commence par un message anodin: «Bonjour, est-ce que quelqu'un a vu la gourde de Léonie? Elle a disparu samedi.» Et là, c'est l'escalade. Encore une disparition, c'est la troisième ce mois-ci. Faudrait quand même faire attention. Certains enfants ne respectent rien. Est-ce que les éducateurs peuvent rappeler les règles de respect des affaires des autres? Et là, viennent les éternelles disputes. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui apportent leur goûter? Les photos du tournoi étaient floues. Merci de faire attention aux horaires. Certains parents arrivent toujours en retard et ça pénalise l'équipe.
Un jour, un parent osera dire qu'il trouve l'ambiance tendue. Il sera aussitôt lynché. Vécu plusieurs fois. Le club sportif, ce n'est pas du sport, c'est du théâtre social. Parce qu'en réalité, les enfants font du sport, les parents font de la politique locale. Qui va intégrer le comité du club? Qui décide le budget du stage? Qui se rapproche un peu trop de l'entraîneur? Qui critique dans le dos mais sourit sur le bord du terrain? Il y a des clans, des rivalités, des parents influents, des bénévoles hystériques et surtout des guerres d'ego plus intenses que les finales de Roland-Garros. Et si votre enfant est bon, alors là, tout devient pire. Soupçons de favoritisme, tentative d'isolement, petite attaque masquée. Vous ne saviez pas que le succès d'un gamin de 10 ans pouvait susciter autant de haine et de jalousie. Mais là aussi, comme tout groupe social, les inégalités sociales, sont criantes. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le foot en France, c'est aussi un miroir des inégalités sociales, planté en plein milieu du terrain synthétique du dimanche matin. Car dès les poussins, les écarts de revenus deviennent visibles dans les sacs de sport. D'un côté, vous avez le petit prince du club, 8 ans, Nike Phantom Mbappé édition Qatar 2022, chaussures à 200 € qu'il va détruire en 3 entraînements, mais qu'il portera avec l'arrogance tranquille de ceux qui savent qu'on en rachètera une autre paire pour Noël. Son ballon est signé par un joueur offert à Doha, à la sortie d'un match auquel il a vraiment assisté. Il arrive à l'entraînement avec son dernier maillot officiel de l'équipe de France, floqué Griezmann numéro 7, version match, à bande thermocollée, pas celle qu'on trouve au supermarché. Et de l'autre, vous avez le môme, sans marque, celui qui court avec des chaussures sans logo identifiable, achetées en grande surface à 9,99 €, parfois même trop grandes, récupérées de son cousin. Son short est délavé, son maillot est un mélange de bleu et d'un ancien sponsor de Ligue 2 inconnu. Et pourtant, c'est souvent celui-là qui tacle le mieux. Mais entre les deux, les enfants voient et les enfants commentent. Et les moqueries tombent plus vite qu'un tir mal cadré. On rigole de celui qui n'a pas les crampons à la mode. On snob celui qui joue avec un vieux ballon tout pelé. Et on admire celui qui arrive avec le sac PSG officiel rempli de matériel comme les pros, même s'il ne sait pas cadrer une frappe. Et là, beaucoup de parents sont pris au piège. Ils savent que ce n'est pas raisonnable de mettre 110 € dans un maillot qui finira dans la boue, ni 70 € dans des protèges tibias en carbone pour un U9. Donc U9, c'est la catégorie en fonction des âges pour ceux qui ont fait du foot pour les enfants. Mais ils savent aussi que pour leur enfant, ça compte, que dans leur vestiaire, l'image fait le joueur et que parfois, la vraie compétition, ce n'est pas le match ce samedi, c'est la comparaison dans le couloir du vestiaire. Et pourtant, les plus grands joueurs de l'histoire ne sont pas nés dans des vestiaires aseptisés. Ils n'ont pas grandi avec des chaussures à 200 €, ni des sacs de sport sponsorisés par des marques à trois bandes. De Messi à Neymar, en passant par Ronaldinho, Pelé, Maradona ou Ronaldo le vrai, maintenant appelé Ronaldo. Ils ont tous commencé pieds nus, sur des terrains poussiéreux, bosselés, cabossés, souvent sans vraie ligne, sans arbitre, avec des cages bricolées et des shorts troués. Et c'est peut-être ça qui a fait d'eux des génies. Parce que sur ces terrains-là, il n'y avait pas de style affiché. Il n'y avait que le jeu. Il fallait improviser, esquiver les cailloux, slalomer entre les trous, faire des passes avec des ballons trop légers ou trop gonflés. C'était du foot, brut, viscéral, vrai. Alors oui, on peut acheter des crampons fluo et des protèges tibias en titane à nos enfants, mais parfois, on devrait se demander si on ne ferait pas mieux de les laisser jouer dans la boue avec un vieux ballon, juste pour l'envie de marquer un but. Le sport devrait être un espace de liberté, d'efforts joyeux et d'émulation. Mais à cause des parents, il se transforme souvent en caricature sociale et en exutoire pathétique pour adultes frustrés. Alors un conseil, faites comme les enfants, courez, transpirez, riez, chutez, recommencez. Mais surtout, ne devenez pas l'adulte qui pourrit le jeu. Et si vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment ça vous démange et que vous voulez dominer une équipe, eh ben,
jouez à Football Manager, ça fera moins de dégâts. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Heu, j'ai il y a beaucoup, je mets beaucoup de tranches de vie réelles, hein, vous vous imaginez même pas. De temps en temps, les gens disent: «Mais c'est pas possible». Eh si, voilà, c'est pour ça et je pense que c'est important de rappeler, surtout quand on est parent, bah, les enfants, il y a rien qui fait plus plaisir à un enfant que de taper un ballon contre un mur et même si ça fait chier tous les voisins, souvent d'ailleurs on voit toujours il y a quelqu'un là, moi je suis inscrit dans un groupe, c'est voisins solidaires et surveillants ou je sais pas quoi et il y a quelqu'un qui tous les jours dit: «Il y en a marre de ces enfants qui tapent le ballon contre le mur, ça fait du bruit, je ne peux pas me reposer». Mais putain, c'est ça le plaisir. Voilà, donc c'est important et laissons-les vivre et franchement, comme je l'ai dit, alors je suis désolé, hein, beaucoup de génies étaient sud-américains, mais franchement, même les grands joueurs français ont tous commencé, pour les meilleurs, parfois avec des poteaux carrés dans la boue et cetera et c'est ça qui faisait le plaisir. Enfin bref. Merci à tous, à tout à l'heure pour ceux qui pourront et ne soyez pas frustrés, laissez vivre vos enfants et à jeudi. Bonne journée.